Bonjour à tous, vous êtes sur Télé sur l'Erdre, dans le Zaptique. Bonjour Maïté. Bonjour Philippe. Comment ça va? Comme un lundi ensoleillé. Il fait beau, on en profite, on est un peu enfermé là, mais on va se rattraper. Nous sommes ravis d'accueillir un élu de l'opposition à Treyères, élu communautaire, arlésien de naissance, contrôleur de gestion dans l'industrie métallurgique et fan de rugby. Fan, oui, j'aime ça. Emmanuel Renou, bonjour. Écoutez, bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Vous faites toujours du rugby d'ailleurs? Non, ça c'est un sport que j'ai laissé tomber après mes études, parce que ça laisse quelques traces quand même. Donc bon voilà, maintenant je... Vous étiez à quelle place? Troisième ligne. D'accord. Vous êtes toujours intéressé? Ah oui, toujours, je suis. Alors je ne suis pas le top 14 toutes les semaines, mais oui, j'aime ça, oui. Il y a une équipe d'ailleurs à Treyères? Alors il y a un club de Treyères qui s'est monté il y a quelques années et qui aujourd'hui en plus se développe beaucoup, notamment par une école de rugby qui vient d'être mise en place. Ils ont du succès et même leur première équipe senior fait de bonnes performances. Donc non, le rugby a un peu le vent en poupe. Y compris dans l'ouest de la France du coup. Voilà, même si une c'est équipe pas ça. Féminine pour vos filles? Ah écoutez, peut-être, Hein. Mais ils ont fait de la pub puisqu'ils ont fait ils ont organisé des tournois inter-écoles, notamment pour les petits, ceux du primaire. Et il y avait quelqu'un du département qui distribuait pas mal de flyers pour le rugby féminin, qui a du succès, mais bon, il faut quand même trouver au moins 7 à 8 jeunes filles, donc c'est pas si évident que ça. Vous avez une quarantaine d'années, Emmanuel Renou, je ne donne pas l'âge exact. On peut le dire, 42. 42, ça va, on peut. Vous êtes installé à Treyères depuis 2000? Oui, c'est ça, oui, 2000. Vous avez fait vos études avant à Nantes? J'ai fait mes études à Nantes, mais je suis arrivé pour ma terminale, puisque j'ai suivi mon père, qui est venu sur Nantes, et j'y ai fait mes études supérieures. J'ai fait ensuite mon service militaire, et puis après, voilà, on est arrivé sur Treyères avec ma femme. Installé à Treyères. On va parler un peu de l'actualité générale, de l'actualité dans le pays. Alors justement, je ne trahis aucun secret si je dis que vous êtes ancré à gauche. Oui, je suis militant. Je suis un militant du Parti Socialiste, oui. D'accord. Sur un plan national, régional et communal, les majorités changent d'étiquette au fil des scrutins. Est-ce qu'on peut parler encore de clivage politique? Est-ce que la gauche et la droite, ça a un sens? Moi, je crois que oui. Je le vois au niveau ne serait-ce que local. Pour moi, faire de l'apolitisme, ça n'a pas beaucoup de définition. On fait toujours de la politique. Alors après, on met des mots sur les actions et les choix que l'on prend. Donc il y a des mots assez courants qui sont gauche-droite, centre, bon voilà, certains s'identifient à ça. Il y en a d'autres, c'est des conservateurs, enfin conservatistes, progressistes. Après, bon... mais il y a des clivages. De toute façon, le fameux consensus que beaucoup de gens, d'électeurs voudraient, en tout cas en France, il est très difficile à trouver, et c'est bien parce que derrière, je crois qu'il y a des réalités de terrain, des réalités de décision. Donc voilà, oui, alors gauche-droite, bon, qu'est-ce que ça veut dire au niveau local? Faut peut-être qu'on fouille un petit peu, parce qu'il y a quand même des nuances. Mais oui, moi je crois qu'on peut dire qu'il y a des clivages, et notamment à Treyères, je crois qu'il y a un clivage sur la façon de faire l'action politique, l'action publique, et sur donc le fond également, les idées, et le fameux... Une collectivité, il y a des règles quand on veut vivre en collectivité, et l'action publique sert à mettre en route et en action ces règles, et forcément, il y en a qu'on met plus ou moins de façon prioritaire. Et je pense que les clivages gauche-droite ou autres, ils sont là. Après, chacun peut donner une définition, mais bon... Après, effectivement, ce que les Français aimeraient, c'est un gouvernement d'union, en fait. Oui, mais évidemment, il y a toujours des égos. Les égos sont... ou de la télé, c'est pareil, il faut un minimum d'ego. Tout est relatif, il y a de l'ego au niveau très humblement du local, comme là où on est, il y a de l'ego au niveau régional et bien sûr au niveau national. Mais de toute façon, c'est comme dans le monde économique, quand vous vous lancez, les entrepreneurs ont des égos, ils ont envie de faire des choses. Ceux qui se lancent dans l'action publique, hommes ou femmes, ils ont aussi envie de faire des choses, donc il y a forcément une partie d'ego. L'ego doit être un outil. Voilà, l'ego est un outil parce que c'est un moteur pour avancer, mais après il peut être au service, d'une façon très ouverte au service des autres, comme parfois des services plus particuliers, mais là encore, bon,
c'est tout à chacun qui voit là où il veut aller. Hein. Les départementales, on va glisser un petit mot, elles sont derrière nous, hein, c'était il y a quelques semaines. La gauche dirige le département de Loire-Atlantique, de peu. Oui. Ça s'est joué à un ou deux cantons près. À deux cantons. Deux votes, enfin un canton, deux votes, c'est ça. Est-ce que ça va être simple à gérer pour la gauche, tout ça, en particulier pour Philippe Grosvalet, du coup, qui est le président du département? Je pense déjà qu'il faudra peut-être lui demander à lui, parce que c'est lui qui va gérer en direct. Je crois que ça va peut-être être une gestion où il faudra faire un peu plus, en tout cas un peu plus. Il faudra faire du consensus, justement. Mais bon, tout dépend après des axes forts qui seront mis en avant, s'ils sont partagés ou pas. Mais c'est évident que de toute façon, à partir du moment où il y a une majorité, il y a une action qui se met en place. Voilà. Alors après, ça sera justement au talent de Philippe Grosvalet d'essayer d'élargir sa majorité, relative peut-être, mais sa majorité. Et donc ça, c'est justement tout le travail de son équipe et de lui-même. C'est un homme de consensus, Philippe Grosvalet. Oui, je pense que c'est un homme de consensus. Après, il y a des dossiers, on sait très bien, sur notre région qui sont un petit peu problématiques. Mais sur l'action du département et des compétences qui vont lui rester, parce qu'on n'est pas encore... on n'a pas les compétences exactement les compétences. Il y a quand même des compétences, des domaines d'action où de toute façon il y aura consensus. Je pense qu'il n'y a pas normalement d'énormément de clivage sur les transports par exemple, scolaires. Voilà, alors après sur l'équilibre entre les zones rurales, les zones périurbaines. Bon, là il y aura peut-être un petit peu plus de discussion. Bon. On en parlera avec Philippe Grosvalet qu'on devrait recevoir en septembre ou octobre prochain. D'accord. On fera le point avec lui. Justement, les départementales, j'ai cru comprendre, j'ai lu quelque part, que vous deviez partir avec Christine Chevalier, que vous deviez faire candidat. Alors, les départementales, à un moment donné, c'est vrai que je me suis investi dans cette campagne, préparation de campagne, parce que je voulais faire partie de ceux qui créent l'union et le rassemblement sur le canton, sur des communes qui somme toute se ressemblent un petit peu, des communes périurbaines, où je pense qu'on a à peu près les mêmes problématiques. Et donc j'ai beaucoup travaillé à ce rassemblement. Et vous avez constaté comme nous que nous n'avons pas pu y arriver. Non, il y a eu quand quand même quelques... Puis surtout déjà au niveau... alors on reprend les clivages que vous parliez tout à l'heure. Dans le clivage que l'on dit à gauche, il y a eu quand même à peu près 4 listes, si on met la ligne d'Union bretonne, ce qui est énorme. Et donc face à cet éclatement dans lequel je ne me reconnaissais pas, je n'ai pas voulu aller plus loin dans ma volonté d'être représentant et j'ai préféré, il y avait d'autres candidats qui étaient plus motivés que moi pour Claude Lefort. Voilà, Claude Lefort de la Chapelle. Et donc voilà. Mais bon, je suis déçu pour eux parce qu'ils ont fait une campagne, ils ont porté des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Mais c'est vrai que c'était moi personnellement, et là on parle bien de mon avis personnel, c'était pas vraiment dans le contexte dans lequel j'aurais voulu m'investir et porter quelque chose. Ceci dit, je les ai soutenus et je suis déçu qu'ils n'aient pas réussi parce que je crois que tout ce qu'ils portaient méritait d'être d'être suivi par la population. Ça n'a pas été le cas. La petite consolation, c'est qu'en effet le département reste à gauche, mais ceci dit, pour eux, pour leur investissement, pour l'énergie qu'ils ont mis dans la campagne, évidemment, je trouve ça dommage, évidemment. Peu importe le candidat. Alors, justement, le canton passe à droite. Est-ce que vous croyez que c'est une résultante de la politique nationale? Alors vous allez me dire oui, mais peut-être pas uniquement. Et est-ce que c'est aussi une remise en question du résultat d'Hervé Bauchet? Alors, l'ancien conseiller départemental. Hervé Bauchet Voilà. Oui, mais Hervé Bauchet, je pense que c'est... je suis mal placé pour juger son action. Moi, je trouve qu'il a été présent sur le terrain, il a porté des choses. C'est grâce à lui que sur Treillères et Grandchamp, on a pu mettre des actions comme le chronocar qui maintenant marque définitivement notre secteur. Le plan piscine, c'est quand même avec Hervé Bauchet qui a été bâti sur le département et en particulier sur notre canton. Donc non, Hervé Bauchet a bien fait son travail, ça je ne le remets pas du tout en cause. Ensuite, il faut savoir que notre territoire, on est dans le périurbain et il ne faut pas se le cacher. Il y a alors un basculement à droite, c'est-à-dire un basculement par une population ou avec des catégories socio-professionnelles qui n'a pas forcément aujourd'hui les mêmes priorités dans l'action publique, qui est représentée par
la gauche, moi je prends toujours ces clivages, et que c'est un fait. Donc, ben voilà, c'est comme ça, c'est l'alternance. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'action à mener, qu'on n'a pas des choses à dire, mais on a à comprendre notre électorat sur ce territoire. On a à s'intéresser à lui parce que quand vous voyez les scores du Front National sur nos communes, 17-35% après. Sur certains bureaux qui est presque incompréhensible, mais non, justement, il faut qu'on le comprenne parce qu'on n'a quand même pas non plus les mêmes préoccupations que certains autres territoires où on se dit oui, le Front National, là, il explose parce qu'il y a des problèmes. On est quand même un peu des enfants gâtés. Vous faites comment pour discuter avec ces je crois électeurs qu'il faut qu'on fasse une démarche parce que pour l'instant, on a peut-être un petit peu regardé ça de loin. 17-35%, je rappelle, et qu'on n'a pas encore mis entre guillemets les mains dans le cambouis pour aller parler à ces gens-là, les écouter, parce que je pense que leur faire la morale, c'est pas du tout la bonne solution, et savoir ce qui les préoccupe et comment nous, avec nos valeurs, ce qu'on veut les valeurs qu'on veut mettre en place pour le vivre ensemble, comment on peut comprendre ces gens et puis répondre à leurs attentes, parce que s'ils ont un vote aussi fort, c'est qu'il y a quand même derrière il y a quelque chose. Ils ont besoin, il y a des besoins et ils ne sont pas là. Donc ça va être à nous aussi, même petits élus locaux, d'aller les voir, d'aller leur parler. C'est sur notre commune. C'est sur notre commune, c'est sur le. Puis c'est commun à toutes les communes environnantes. Donc il y a une véritable problématique. Il faut pas qu'on la repousse. Est-ce qu'on parle de reconquête ? Ah oui, mais on est toujours en reconquête. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'arriver dans une équipe municipale qui avait déjà fait la reconquête. Enfin, la conquête, pardon. La conquête tout court. Bon, là aujourd'hui, c'est l'alternance, donc il faut respecter le choix des électeurs, c'est comme ça. Mais évidemment, on est toujours dans le choix de dans cette démarche de reconquête, sinon je pense qu'on vivrait que de frustration. Or, quand on s'engage en action publique, il ne faut surtout pas être frustré, parce que sinon on serait un peu mangé de l'intérieur. Justement, vous parlez quand même de l'apport de nouvelles populations, on voit des mutations de la région parisienne qui arrivent, etc. Comment vous les gérez, ces nouvelles populations-là ? Parce qu'elles ne sont pas dans la même demande, elles ne demandent pas les mêmes services, elles sont dans l'utilisation immédiate et rapide des services, de tout. Alors ces catégories de population dont vous parlez, en fait, qui viennent des grandes métropoles et qui arrivent sur la métropole nantaise, notamment par son dynamisme économique et du monde du travail, oui, elles aiment venir dans nos communes parce qu'il y a une tranquillité, une qualité de vie qui fait envie. Et donc ils ont des priorités qui sont un petit peu différentes, qui sont d'abord un petit peu de sécurité, c'est vrai, il ne faut pas se le nier. La qualité de vie, alors eux sont contents de venir, mais est-ce qu'ils sont vraiment ouverts à ce que d'autres populations viennent? Il y a souvent cette ambiguïté et sur laquelle il faut qu'on travaille, parce que moi aussi j'étais le premier à être très content de venir sur Trayère, mais je pense qu'il faut laisser les portes ouvertes pour que d'abord ça dynamise la commune, et puis je trouve que c'est une certaine logique, mais ça c'est pas toujours évident à faire comprendre. Donc il faut parler, et puis aujourd'hui on est quand même sur des problématiques autour de la métropole nantaise de densité. On sait très bien qu'on va avoir des milliers de personnes autour de l'agglo qui vont arriver dans les années qui arrivent. Or, on a figé quasiment les espaces constructibles. Et donc, il va falloir apprendre à vivre un peu autrement. Et il y a des réflexes comme sur nos communes, mais vous le voyez très bien ici, même sur Sucé ou d'autres, où on se dit, oui, mais si on accueille plus de gens, est-ce qu'on va être aussi à l'aise? Est-ce qu'on va avoir la même qualité? Donc là, il y a un travail de discussion à faire. C'est ça, est-ce qu'on se renferme pas, en fait? Ah bah oui, il y a bien sûr et puis là encore le clivage dans les actions qui sont prises par les municipalités actuelles, on le voit, cette action de renfermement. Un maire comme le maire de Sucé qui affiche de façon très honnête en conseil communautaire que la densité, lui, c'est pas pour lui, c'est pas pour la qualité de sa commune. Chez nous, à Trélières, c'est exactement la même chose, c'est pas dit encore aussi officiellement, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure, ça se voit dans les décisions, donc ça se traduit même par l'action publique. Donc voilà, c'est une réalité. Et c'est vrai que nous, on voudrait lutter contre, parce que la mixité aujourd'hui, pour moi et pour tous ceux qui sont autour, notamment de Vivatrayère et dans les autres communes environnantes, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, et donc sur l'aspect
du vivre ensemble, sur l'aspect du monde associatif, il y a besoin de renouvellement, sur le monde des écoles, parce que plus on s'enferme, plus on a moins de jeunes foyers. Donc les investissements qu'on a fait il y a 5 ou 6 ou même 10 ans dans les écoles, à quoi ils vont servir? Nous, on croit vraiment qu'il faut ce renouvellement, il faut cette ouverture. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a à parler sur ce sujet dans nos communes. Vous disiez, Sucé a voté contre le plan local d'habitat. Vous êtes prêt à aller au-delà, vous, à Treyère, des chiffres imposés par la loi? Alors nous on l'a fait quand on était, moi j'étais adjoint, j'ai eu la chance d'avoir la responsabilité de l'urbanisme quand j'étais dans l'équipe d'Émile Savary. On a été au-delà, notamment il y a des programmes où on a fait que du logement social. On a même eu un programme derrière le collège actuellement où on a fait beaucoup plus d'accession sociale, on a fait presque 32% d'accession sociale pour les 11% qui sont théoriquement prévus. Donc on a essayé de faire beaucoup et aujourd'hui par contre il y a un basculement. Puisque on sent qu'il y a un frein, c'est le projet du maire et de sa municipalité, sur son équipe sur le secteur des stades là, devant la mairie. Aujourd'hui, il ne remplit pas les obligations, sauf que forcément, il s'appuie sur des petites nuances juridiques en disant il y a eu du surplus avant, du coup on cumule et ça fait la bonne moyenne. Donc non mais écoutez, là en tout cas dans la réalité des décisions qui sont prises, c'est ce qui va se passer. On verra bientôt au conseil communautaire les réactions qu'il y aura, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'il faut aller au-delà parce que la loi, c'est normalement 20% de logements à loyer modéré. Or, il se trouve que sur nos communes, on a un tel déficit, on est à entre 4 et 5% de logements de ce type. On devrait faire pendant des années que ça pour rattraper. C'est pas le but non plus. Le but, c'est qu'à chaque opération d'ensemble, on en mette un petit peu plus et que petit à petit, on grignote du retard. Donc oui, il faut faire plus. Il faut faire plus. Et aujourd'hui, ce qui est dans la loi, et même dans le schéma de secteur, c'est-à-dire notre loi à nous, locale, c'est je pense pas suffisant, mais il faudrait au moins aller jusque-là. Et je pense que certaines communes essayent de passer un peu à travers ces obligations. On reviendra à Treyère après. Je vais me faire gronder, vous voyez. Puisqu'il y a un cadre, il y a une ligne. Après, je vous laisse vous arranger. Après, j'ai la fessée, puisqu'elle est toujours autorisée. Tu avais une dernière fessée qui autorisée. Vous avez un mot là-dessus d'ailleurs, vous êtes pour ou contre l'interdiction de la Je croyais qu'il fallait qu'on suive le conducteur. On est dans les questions générales quand même. Moi je crois que on pourrait tout à fait l'interdire de façon. Écoutez, il y a tellement d'autres choses qu'on interdit, je ne vois pas pourquoi on n'interdirait pas les fessées. Il y a d'autres moyens d'être autoritaire avec ses enfants. Et donc il y a plein d'autres pays qui le font. Je ne pense pas que ça révolutionne non plus les mœurs dans les familles. La gifle, pareil, pourquoi on doit gifler les enfants pour leur faire comprendre des choses? Alors c'est vrai que ça demande un investissement beaucoup plus fin et complexe de la part des parents, mais voilà, c'est l'éducation des parents aussi, je pense. 65% des Français ne sont pas pour, pas l'interdiction. Oui, mais... Mais vous trouvez sérieusement qu'un pays qui doit légiférer sur le privé, c'est normal? Sur la gestion, sur l'éducation d'un enfant? Enfin, moi, ça me paraît aberrant. Écoutez, moi je trouve pas ça si aberrant que cela. De toute façon, ça va faire quoi? Ça va être une loi qui permettra de fixer les abus. Après, et ça, je pense qu'à un moment donné, les abus, il faut les fixer, il faut les cadrer. Je ne crois pas que ça va remettre en cause le vivre ensemble dans les familles, mais par contre, de temps en temps, faire prendre conscience aux parents, parce qu'on sait qu'il y a une loi qui fait que on se pose une question quand on a envie de faire quelque chose, on réfléchit, on se dit tiens, pourquoi pas faire différemment, pourquoi pas. D'accord. C'était la petite parenthèse fessée. La parenthèse terminée. Le FN se réunit cette semaine pour statuer sur le devenir de Jean-Marie Le Pen. Donc c'est compliqué d'avoir une fille. Plus sérieusement, vous y voyez, ils sont très jeunes, mais vous y voyez une stratégie pour asseoir l'autorité de Marine Le Pen ou un coup de pub ou autre chose? Alors, la politique nationale au niveau du Front National, c'est déjà pas celle que je suis plus. Non, mais je pense qu'ils ont des soucis dans cette formation parce qu'elle reste quand même avec des convictions très fortes et très extrêmes et que Jean-Marie Le Pen a toujours eu cette franchise
finalement, de Oui, penser. moi, il le dit. Ah ben ça, c'est sûr, il le cache pas. dit. Et qu'en effet, au niveau où sa fille et son mouvement est arrivé dans ce fameux tripartisme en France, elle ne peut plus se permettre cela. Alors est-ce qu'elle le pense encore ou pas? Ça, je pense que c'est pas à nous de le dire, enfin à moi en tout cas de le dire. Mais oui, il faut qu'elle s'en débarrasse si elle veut passer le seuil supérieur. Même tout en restant avec, j'imagine, des valeurs très forte et très cadrée, mais elle ne peut plus avoir ce Jean-Marie Le Pen derrière elle si elle veut continuer à pousser ses pions sur l'échiquier national. C'est une évidence. Après, est-ce que pour autant, dans le fond de sa pensée, dans le fond de la pensée de son mouvement et d'une grande partie du socle de ses militants, il y a un clivage avec ce que dit Jean-Marie Le Pen et ce qu'il pense? Moi, je ne le crois pas. Hein, je pense qu'il reste toujours, il suffit de lire quelques... Enfin, bon, voilà. Petite info quand même de la journée, Jean-Marie Le Pen a annoncé ce matin qu'il ne se présentait pas au régional en région PACA pour laisser sa nièce. Non, je crois que c'est le Front National qui a demandé la retraite à 60 ans. Bon, bah, à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter. Hein. 86 ans. Il transmet le flambeau en fait à la petite fille. Marion Maréchal Le Pen. Oui, une question. Vous êtes socialiste, Emmanuel Renaud, on l'a dit. Vous êtes plutôt Manuel Valls ou alors vous êtes frondeur? Moi, je ne me reconnais pas dans ces clivages-là. Aujourd'hui, je crois que si je suis au Parti Socialiste, alors j'y suis allé quand j'étais étudiant d'abord. Après, j'ai fait la page, j'ai marqué une page parce que bon, il y avait d'autres priorités dans ma vie. Et j'y suis retourné parce qu'en effet, je pense qu'un parti a le mérite à un moment donné d'avoir un débat idéologique. Et moi, je crois qu'on a besoin de temps en temps un peu quand même d'idéologie. Et le Parti Socialiste, pour moi, a des valeurs dans lesquelles je me reconnais, qui me paraissent des valeurs de base et des principes de base sur lesquels, après, en effet, on les multiplie et on nuance l'action publique. Aujourd'hui, au Parti Socialiste, on a, je crois, un gros souci, c'est que on ne sait pas trop ce qu'on veut. Voilà. Et que même s'il y a eu un message fort avec l'élection présidentielle de François Hollande et son message, on n'a pas du tout compris qu'il pouvait y avoir une autre direction de prise. Moi, je ne suis pas forcément contre une direction qui est prise et puis qu'on en change après, mais il faut l'expliquer. Et je crois que là-dessus, le Parti Socialiste, la communication, l'explication, et puis après, rester droit. Aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec la politique de Manuel Valls, mais au moins il y a une cohérence de décision depuis 1 an et demi. Je trouve qu'il est importante. Alors elle est encore polluée par ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire ce qui s'est passé avant l'équipe précédente? Oui, je crois que l'équipe précédente... Non, je parle du premier gouvernement Jean-Marc Ayrault, qui quand même a compris qu'il y avait une situation économique notamment qui était là, et que entre le discours qu'il y a eu et puis les décisions qu'ils ont dû reprendre, en tout cas remouler un peu le qu'est-ce qu'on va faire. Je crois que là il y a eu des failles et ça nous suit toujours. Les élections municipales, tout à l'heure vous avez esquissé un peu la chose, il y a eu un score sévère pour nous à Trélières, 40%. Les départements aussi historiquement à gauche. Alors les départements aussi, mais quand il y a 50% d'abstention, moi je crois qu'après on peut faire toutes les règles qu'on veut, ça commence un petit peu à se fouter. Mais sur les municipales où il y a eu quand même une très grosse participation, notre score a forcément été... il y a eu aussi une incidence de ce fameux débat national qui ne savait plus trop où on était, en tout cas à la gauche. Alors est-ce que pour autant ça nous a évité de repasser dans la majorité? Je ne crois pas, parce qu'il y avait quand même une véritable envie d'alternance sur la commune, mais ceci dit, pas avec un tel écart, quoi. Alors après, le Parti Socialiste, pour revenir à lui, moi je ne me reconnais pas dans les frondeurs, parce que je pense qu'il y a quand même sur l'analyse économique des incohérences. C'est ce que disent les frondeurs, il manque le volet social. Exactement. En fait, exactement. Manuel Valls, c'est à droite. Voilà. Enfin, moi je crois pas. Quand on regarde les décisions de Nicolas Sarkozy et ce qu'il essaye de faire Manuel Valls, je ne crois pas qu'il est à droite, en tout cas plus que Nicolas Sarkozy. Je serais content de l'entendre par un socialiste, ça lui fera bien. Mais par contre, ce que j'ai du mal un petit peu à comprendre sur
l'action et la communication de Manuel Valls, c'est cet autoritarisme, cette façon de dire il y a qu'une ligne. Comparé à Nicolas Sarkozy. Voilà, je crois que ce qui fait la force de la gauche à un moment donné, c'est le fameux rassemblement et non plus l'alignement. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs en départemental. Il faut qu'aujourd'hui le Parti socialiste change, se renouvelle et ne soit plus dans cette logique de vous aligner sur nous. Et au niveau national, Manuel Valls, même si parfois ces lignes qu'il propose et une politique qu'il propose ne me semblent pas forcément mauvaises, en attendant, il y a une méthode qui est d'alignement. Or, je crois qu'aujourd'hui, le pays n'a, et notamment ceux qui se considèrent de gauche, en tout cas avec des idées, des valeurs qui se réunissent autour de ça, il y a une envie de rassemblement. Et le rassemblement, c'est l'écoute, la discussion, le consensus. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le gouvernement Manuel Valls soit encore là-dedans. Donc moi, à mon humble niveau au Parti socialiste, j'essaye de discuter et de relayer ce message, et notamment des militants, voire des sympathisants. Mais je crois que c'est un travail de longue haleine, mais je préfère faire ce travail de l'intérieur, en tout cas, parce que je crois que ça sert d'avoir des structures politiques que de dire vous êtes nuls et puis je vais voir ailleurs. Voilà, moi c'est pas ma philosophie. Dans toute cette équipe, qui n'est pas politique, c'est Emmanuel Macron. Il n'est pas un homme politique à la base, il n'est pas encarté, il n'est pas ça. Vous l'aimez bien, vous en pensez quoi d'Emmanuel Macron? Écoutez, Emmanuel Macron a une fraîcheur du discours, je trouve, ce qui est assez intéressant. Voilà. Après, je crois que son périmètre d'action est tellement n'est pas assez ouvert, donc la fameuse loi Macron reste quand même sur des épiphénomènes qui ne va pas révolutionner le futur économique de la France, mais je ne vois pas non plus le mal que cela crée. Ouvrir le marché des autocars, ça va créer quelques milliers d'emplois. On sait très bien que ça ne va pas redonner 2% de croissance à la France, mais c'était quelque chose qui était quand même simplement figé. Le travail dominical, moi j'ai quand même un petit peu trouvé ce débat grotesque. 4 dimanches ouverts, on est de gauche, 8 on est du centre, et puis 12 on est de droite. Bon, là je ne comprends pas. Moi je travaille dans une usine, on travaille 40 week-ends par semaine. Par an, pardon. 40 week-ends par an, le travail de nuit, et tout ça c'est fait avec des protocoles d'accord, des protocoles de négociation, et ça fait partie de la vie des gens, ce n'est pas imposé, donc voilà pourquoi alors le dimanche doit quand même rester un jour un petit peu à part, c'est sûr, mais de là à en faire un casus belli, il y a des fois des positions un peu extrêmes comme ça, toujours sur ce fameux cette rigidité. C'est très religieux finalement. Le dimanche était un jour chômé lié à la religion. Oui, c'est sans doute à la base c'est religieux, mais aujourd'hui dans les faits, il y a encore l'impact de la journée de loisirs et de famille le dimanche. Donc il s'est greffé après. C'est greffé, mais aujourd'hui c'est notre société d'aujourd'hui. C'est ça le problème, donc là du coup l'État accepte une loi religieuse finalement. Parce qu'on est toujours dans une société judéo-chrétienne. Il y a forcément un patrimoine. Oui, mais ça fait partie aussi de notre histoire. On ne peut pas non plus balayer tout d'un coup d'où l'on vient. Moi, personnellement, je me sens un petit peu loin de toutes ces considérations religieuses. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça, mais par contre c'est une histoire et puis c'est un mode de vie, on ne peut pas non plus du jour au lendemain sous prétexte je sais pas, d'une laïcité très elle aussi finalement avec des œillères, dire le dimanche on balaye toute l'histoire du dimanche. Et pareil pour les jours fériés religieux. Alors moi j'ai un jour, là-dessus c'est toujours pareil, c'est très personnel, mais j'ai entendu certains débats qui faisaient que les jours fériés, pourquoi ne pas donner, alors peut-être un jour férié dit républicain, par exemple le 14 juillet, ça c'est forcé, mais sinon autour de là 3-4 jours fériés que chacun se choisit. Et pourquoi pas en fonction d'une appartenance religieuse, dans les jours fériés, les jours de Pâques. Chef d'entreprise, écoutez, vous croyez que c'est plus facile à gérer que les RTT? Vous savez aujourd'hui quelle est la gestion des ressources humaines dans une structure, plus après, alors moi je vais vous le dire, nous on a du 3-8, du 2-8, du 3-8, du 4-8 et du 5-8. Bon, est-ce que c'est plus compliqué à gérer que des jours pleins qui sont pris et au lieu d'avoir le jeudi de l'Ascension, eh bien c'est, je sais pas moi, une journée religieuse d'une autre est-ce que c'est pas plus simple à gérer dans une grosse société plutôt que dans une toute petite TPE ou une PME?
Ça, je pense que ça peut se discuter. Dans une petite PME, à partir du moment où tout le monde prend les mêmes jours, ça peut être aussi un consensus. Quand on est dans une petite entreprise de 5-6 personnes, on préfère prendre le même pont tous parce que ça arrange tout le monde. Que ça soit une fête religieuse, une fête républicaine, est-ce que vraiment c'est l'important? C'est à voir, mais donnons cette liberté. Et de temps en temps, des fois, voilà, la rigidité fait que on passe peut-être un petit peu à côté certaines choses. Voilà, de certaines choses. Un petit mot sur la loi Macron. Oui, non, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai entendu des PME qui râlent déjà sur cette loi, en disant que c'est un soutien, un accompagnement finalement, mais qu'au bout du compte, d'ici 3 ans à peu près, ils n'auront plus de soutien. Donc ils auront embauché, ils auront eu des aides, ils auront embauché, on leur a permis un crédit, enfin un emprunt plus facile. Et dans 3 ans, plus rien. Ils auront les salariés, mais ils n'ont plus l'accompagnement. Bon, je ne suis pas non plus un spécialiste de toutes ces questions. Moi, ce que je vois à mon humble niveau, c'est qu'à un moment donné, il faut amorcer la pompe. Et aujourd'hui, l'activité économique du pays, il y a quand même, non seulement dans les chiffres, un ralentissement, mais aussi dans les esprits. Et que certains chefs d'entreprise ont peur finalement de prendre des risques parce que voilà, l'avenir est un petit peu flou. Donc la loi Macron, je pense qu'elle donne certains démarrages, certains starters, voilà. Mais est-ce qu'il faut pour autant qu'elle soit que tous ces accompagnements soient de façon pérenne, parce que là encore il faut les financer. Ce sont aussi les mêmes qui nous disent on est tout le temps en déficit. Donc à un moment donné, il faut le dire. Et nous, même à gauche, depuis longtemps, on n'a pas voulu avoir cette franchise de dire, en effet, on vit sur des déficits. Donc que de temps en temps, on mette des starters puissants, impactants, et que ça relance. Mais après, derrière, il faut que la roue tourne toute seule, parce que sinon, on n'en sort jamais. Moi, je me sens pas assez compétent pour dire si les chefs d'entreprise vont vraiment se sentir délaissés dans 3 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin d'impulsion, que cette loi fait ce qu'elle peut. Je ne pense pas forcément qu'elle fait ce qu'elle pourrait, et c'est pas forcément là-dessus qu'il faudrait... moi, je crois beaucoup plus à la formation, et la formation, on n'en fait pas assez aujourd'hui. Mais ceci dit, elle ne va pas faire de mal. Alors, mais déjà que les chefs d'entreprise et que le monde de l'entreprise prennent cette opportunité pendant les 2-3 ans qui arrivent, et puis dans 2-3 ans, de toute façon, on renégocie, le gouvernement, quel qu'il soit, sera forcément, je l'espère, à l'écoute du monde économique, et puis on verra sur quelle base on peut refaire des soutiens. Mais faut, à un moment donné aussi... il faut savoir être un petit peu logique, on ne veut pas toujours dire qu'il y a trop de cadres, trop de normes, trop de règles, trop de lois, et puis dès qu'il y en a une, dire non, il faut qu'elle reste encore pendant 10 ans, parce qu'après on sera tout seul. On est français, on râle de toute façon. Ah oui, ça, voilà. De temps en temps, il faut dire que faut essayer d'ouvrir un peu son champ de vision. On revient juste sur le Parti Socialiste. Ce week-end, 4 motions ont été déposées, des motions concurrentes sur lesquelles les militants socialistes vont devoir se prononcer, ceux qui sont à jour de leur cotisation, se prononcer le 21 mai. Alors le but de ces motions, pour certaines d'entre elles, c'est sauver le quinquennat. On a lu ça ce week-end dans les journaux, sauver le quinquennat, puisqu'on n'est pas d'accord avec la politique économique du gouvernement. Alors il y a Martine Aubry dans cette histoire. Martine Aubry, on a vu ce week-end, donc elle s'est ralliée à la motion commune voulue par le gouvernement, c'est-à-dire celle mise en place par le chef du Parti Socialiste, Jean-Christophe Convaincant-Badilis. Est-ce qu'elle se couche? Est-ce qu'elle rentre dans le rang, là, Martine Aubry? Un peu plus, je croyais que c'était une plaisanterie. Mais non. Je n'en sais rien. Moi, vous savez, tout ce qui se passe à ces niveaux-là, vous les avez lus, vous, les contributions? Non, moi, j'en ai lu une parce qu'on a reçu 300 pages de contributions où il y avait non seulement les contributions mais les motions, etc. Donc, j'ai pas tout lu encore. J'en ai lu 1,5 sur les 4 finalement, avec plein d'autres petites. Ça satisfait peut-être les militants et peut-être nos grands élus, mais moi je trouve tout cela n'est pas très rassembleur parce que d'abord ça s'adresse à des gens qui aiment le verbe politique. Vous donnez ça dans une salle, au bout du 3e paragraphe, tout le monde arrête de lire. Là encore, on a beaucoup de travail à faire pour animer l'envie et ces contributions. Est-ce que ça va changer les choses? Moi, je ne crois pas. Je pense que le gouvernement a une ligne et s'il rechange de ligne,
alors qu'on est à 2 ans des présidentielles, ça va être... c'est encore de la communication complètement illogique. Non, je pense pas que ça soit de la communication, parce qu'un parti, comme je vous l'ai dit, c'est quand même un endroit où on travaille les idées. Et que les idées, le Parti Socialiste, il faut qu'il les travaille, parce qu'on a quand même historiquement un petit problème aujourd'hui au Parti Socialiste à comprendre le monde économique, à se l'approprier et à en faire quelque chose d'assez enthousiasmant, malgré des utopies quand même larges. L'individualisme n'est pas comme valeur première du Parti Socialiste, et donc à partir de là, il faut quand même qu'on trouve un nouveau logiciel, et que pour l'instant, je crois que ce logiciel, on est encore en train de le chercher, et ses contributions aussi. Mais ça fait partie du travail récurrent d'un parti, il faut le laisser faire. Moi, j'aimerais simplement qu'à la fin de ce congrès, il y ait quelque chose qui soit compréhensible pour les Français. Congrès de Poitiers en juin. Et voilà, et que pour l'instant, bon, cette histoire de contribution, bah oui, moi aussi je vais me positionner, je vais prendre mon rôle au sérieux et je voterai, mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore fait ce pas, mais ça va venir. Mais bon, pour l'instant, est-ce que Martine Aubry se couche? Je trouve que, bon, je sais pas... C'est ce que se disent une partie des frondeurs, c'est ce qu'est sorti ce week-end. Je n'ai pas inventé cette expression. Si elle veut participer au travail qui est fait, et dont on fera le bilan dans 2 ans et demi, après tout, pourquoi pas, on peut se tromper, mais au moins on va jusqu'au bout. Si elle fait partie de cette logique de dire, bon, bah écoutez, je suis peut-être pas tout à fait d'accord, mais on va jusqu'au bout, moi je trouve que c'est bien ce qu'elle fait. Après, si elle vient là par pur calcul politique, et auquel là, moi je n'y comprends absolument rien, voilà, oui, mais on verra bien. On verra, oui. C'est quand même des questions qui, à notre niveau ou à mon niveau, me semblent très éloignées de mes premières préoccupations. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que comme vous êtes militant socialiste, si l'ensemble des militants parlent... Moi, ce que je regarde là, c'est les textes, ce qu'ils veulent dire, et savoir s'ils vont nous faire passer envie d'avancer, et envie de dire, venez au Parti Socialiste, c'est important, ça compte, et ça va compter pour vous. C'est ça le message premier qu'on a à faire dans une structure politique, quelle qu'elle soit. Après, que ça soit machine qui vienne et qui se... Bon, bah, chacun prend sa responsabilité. Moi aussi, je vais prendre ma responsabilité en votant pour une contribution. Sauf que personne n'en parlera. Excusez-moi, mais je trouve quand même que la phrase que disait Philippe, savoir sauver le quinquennat, c'est juste incroyable d'entendre ça quand même. On est dans un défaut. Le Parti Socialiste, il faut faire quelque chose pour sauver l'enfant. Il y a quelque chose. Oui, mais certains pensent qu'on est au bord du gouffre. Je crois qu'on est au bord du gouffre non pas par les actions que l'on mène, mais on pourrait être au bord du gouffre si on n'arrive pas à avoir ce discours vers les gens, les sympathisants. Voilà. Les militants, ils sont militants, on est toujours là. Mais ça suffit pas, il faut aller expliquer et donner envie aux gens qui s'intéressent de loin à la politique. Et là, si on n'arrive pas à faire ce pas, oui, on est au bord du gouffre. Mais bon, je tiens à dire qu'à la droite, c'est quand même un peu pareil. Et il n'y en a qu'une qui s'en sort aujourd'hui, et devant comment dire, des choses très superficielles et primaires qu'est Marine Le Pen avec son mouvement. Mais à part ça, la droite et la gauche a le même travail à faire, sauf qu'elle le fera sur des valeurs ou des objectifs différents. Mais on a à donner envie. Aujourd'hui, on ne donne pas envie. Et la première envie, c'est d'être cohérent au moins jusqu'à la fin du quinquennat. Donc là, il s'est décidé 1 an et demi, une ligne. Allons jusqu'au bout, après on verra, on fera le bilan. On quitte le Parti Socialiste, tu voulais parler des salles de shoot. Oui, parce qu'en plus vous dites la ligne de une transition assez particulière. J'étais toute contente de la faire. La semaine dernière, l'Assemblée a adopté la mise en place des salles de shoot. Ouais. Pour vous déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle? À partir du moment où ça reste... Enfin, aujourd'hui, c'est pas en test. Ça reste en test, oui, essayons. Moi, je suis pour essayer les choses. On peut se tromper. Mais le dogmatisme, de temps en temps, il faut en sortir. Donc là, c'est un essai. Essayons. Ouais. Et bientôt sur Treillère? Alors, Treillère, mais écoutez, je ne sais pas, pourquoi pas sur Treillère. Le tout est de savoir comment on aborde ce sujet de la drogue. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a 2 collèges à Treillère, il y a des soucis de drogue. Comme dans tous les collèges. Voilà. Est-ce que c'est comment dire, vu la dimension, la taille de la ville, peut-être la taille de ce problème, je ne sais pas, moi je ne suis pas
je ne connais pas trop le dossier des stupéfiants sur Treyère. Est-ce que c'est la bonne solution? Voilà, on voit aujourd'hui que l'exemple de cette salle du shoot, elle est quand même dans un autre contexte, oui, c'est ça, c'est urbain, des drogues voilà, avec aussi, un accompagnement médical, un accompagnement certainement aussi sociologique derrière. Donc, bon, voilà, faisons ces essais. Après, on verra. Oui, mais il faut se donner des marges d'essai. Moi, je suis toujours pour dire bon, pourquoi pas. Après, on me dit non, ça marche pas. Alors, du coup, si on testait la légalisation du cannabis? Ça, c'est dada, la légalisation du cannabis, ouais, moi, pourquoi pas la tester. Aujourd'hui, on n'a jamais trouvé en France une réponse à ce problème. C'est un débat qui dure depuis très longtemps. Alors, il y a des pays qui le légalisent de façon tout à fait commerciale. Les États-Unis en ce moment dans certains États. Quand on voit les ravages, alors non seulement humains, mais les ravages sociétaux aussi autour de Marseille. Les médias parlent beaucoup de Marseille. On sait que c'est le monde de la drogue qui fait que aujourd'hui, le trafic autour de Marseille, pourquoi ne pas essayer en effet dans des zones une organisation de ce fléau, de cette addiction. On a essayé d'organiser l'addiction sur l'alcool, sur le tabac. Alors oui, aujourd'hui, il y a encore des tabous qui nous disent bon, la drogue, c'est pas la même chose que le tabac. Alors c'est peut-être pas la même chose culturellement, c'est peut-être pas la même chose au niveau de notre patrimoine, parce que nous, le tabac et l'alcool, ça fait partie de notre patrimoine. Mais oui, mais bon, à un moment donné, il faut savoir si on veut un peu faire bouger la société. Alors après, c'est pas non plus l'hypocrisme, mais oui, voilà, des fois sortir un peu de l'hypocrisie par quelque chose d'un petit peu cadré, on essaye. Ouais, bon, je vois pas pourquoi, mais c'est un débat qui revient. Alors, les sénateurs ont refusé il y a une semaine ou deux là. Mais qui revient régulièrement. Les sénateurs, le jour où ils seront porteurs d'un progrès de société. Allez, on passe à la CCEG, la communauté de communes Erdre-et-Gèvres. On disait au début, vous êtes délégué communautaire. Alors, vous avez poussé un coup de gueule. Bon, ça me ressemble pas. Un de plus peut-être. Un de plus. Contre l'augmentation des indemnités du président de la CCEG, Yvon Lerat, des vice-présidents, qui se sont augmentés de 25. Alors au départ, c'était 33% d'augmentation pour le président, et alors de mémoire, parce que si j'ai des bêtises, on va dire que je raconte n'importe quoi, mais je crois que c'est 17 pour les vice-présidents. Et dans un deuxième temps, après qu'il y ait eu l'ouverture du bureau communautaire à la commune qui avait été exclue, et donc son vice-président, mais il a bien fallu partager le gâteau un peu plus. Et donc du coup, c'était 25% d'augmentation, et 10 ou 11 voilà, pour les vice-présidents. Oui. Et donc, votre question... Non, et du coup, alors, on a aussi un premier vice-président, Philippe Ozna, le maire de Casson, qui lui a une indemnité supérieure aux autres encore. Est-ce qu'il est le super vice-président, en fait Alors qu'il ait une indemnité supérieure aux autres, au-delà des augmentations, je dirai un mot sur les augmentations après, Philippe Ozna a le portefeuille, comme on dit, qui est le socle de leur projet, du projet de mandat de cette équipe. Et donc, quelque part, sur ses épaules, la plus grosse responsabilité pour que leur mandat soit une réussite. Qu'il ait un peu plus d'indemnité, parce que j'imagine qu'il décuple son énergie sur ce sujet-là. Bon, moi ça ne me dérange pas, dans toutes les communes il y a souvent un premier adjoint ou une première adjointe, et elle a forcément des indemnités un peu plus supérieures, parce qu'elle a un investissement qui est supérieur, peut-être des responsabilités qui sont plus larges. Donc ça, c'est pas ce qui me dérange. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'augmentation. Ils arrivent, ils augmentent. Oui, on s'augmente, et puis bon, on s'augmente les pourcentages. C'est ça, moi. Qu'on s'augmente. C'est le plus haut taux, la fourchette. Voilà, le plus haut taux d'une communauté de taille, puisque nous on est dans une communauté de 50 000 à 100 000 habitants, on a 55 000 à peu près habitants, et ben là on prend comme si on était aux 100 000. Et puis bon, les justifications qui sont de dire oui, mais nous on était chef d'entreprise ou on avait des grosses responsabilités, on perd. Ah ben oui, mais quand on s'engage en politique, en tout cas dans la politique, exactement. Et donc il y en a qui gagnent parce qu'il y en a qui viennent de conditions plus modestes, il y en a qui perdent parce qu'ils avaient des statuts plus élevés, mais on n'est pas élu politique pour avoir le même traitement que quand on avait son parcours individuel. Donc c'est pour ça que oui, j'étais pas content. Oh, énervé, non, mais à un moment donné, il faut dire les choses de façon franche. Et là, c'est sûr que il y a quelques retraités quand même dans ces vice-présidents. D'autant plus que, voilà, on l'a appris cette semaine. Par contre, faire payer les familles un peu plus modestes d'1 € par mois, d'augmenter de 8 à 9%, voilà, les transports scolaires des familles modestes, là, bon, il y a beaucoup moins de freins. Alors, moi, c'est des choses qui, dans
Ouais, c'est ça que la population d'Herbrégem ne comprend pas en fait. Ah ben je sais pas si la population mais moi en tout cas, en tant que représentant d'une partie de la population, j'estime que j'ai à dire certaines choses sur ces sujets. Alors justement, vous râlez beaucoup. J'ai vu sur le blog de Treyer. Non, Oui. mais sérieux, sur le blog de Treyer, vous râlez a priori pour la bonne cause, mais limite. Vous râlez pour les femmes. Vous dites que les femmes ne sont pas suffisamment représentées en vice-présidence d'Herbrégem. Ouais. Or, vous le savez très bien, pratiquement aucune femme maire d'une commune sur Erdrégem. Nous avons uniquement le maire de Saint-Marc-du-Désert. Et vous, de mémoire, quand vous êtes présenté au municipal, vous n'avez pas donné votre place à votre... Ah non, j'ai pas donné ma place, mais j'ai été élu de façon démocratique par une association qui s'appelle Vivre Treyer, et que il se trouve que j'ai été élu en fonction des candidatures. Voilà, après la candidature, j'étais seul à être candidat. Donc c'est là que je voulais en venir. Finalement, ce que vous demandez, c'est une présence des femmes. Mais si les femmes ne veulent pas se mobiliser, les femmes n'ont pas envie. Il faut leur laisser aussi le droit de ne pas avoir envie. Oui, non mais je suis d'accord quand à un moment donné, il y a une place. Mais dans les vice-présidents, c'est quoi? C'est un bureau communautaire, c'est un bureau exécutif, comme dans les mairies, comme dans les départements. Et je crois que quand on est le leader, qu'on soit homme ou femme d'un exécutif, on a après à déployer une politique. Quand on est maire, mairesse, d'ailleurs, je sais pas trop si les femmes maires peuvent se faire appeler mairesse. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, quand on est une femme ou un homme maire, je pense que dans la quasi-totalité des cas, en tout cas c'est une très grosse majorité, il y a autant d'adjoints hommes que femmes. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu de façon très courante, et autant même sur les premières adjointes, premières adjointes. Dans les bureaux exécutifs comme au conseil communautaire, je crois qu'il aurait été bien vu, mais c'était la responsabilité du président d'offrir des places, d'aller chercher des femmes pour leur dire ces vice-présidences, elles sont pour vous. Alors moi je ne sais pas s'il y a eu des candidates ou pas, mais par contre que ils sont combien, 11, il n'y en a pas une seule. Je trouve ça assez curieux, parce qu'on est sur des vice-présidences, on n'est pas sur une personne qui à un moment donné doit être élue, doit prendre la place d'une autre. D'accord. Mais vous pensez que ça apporte quoi en fait? Ah bah dans les débats... Écoutez, nous, à Vivre Treyer, beaucoup plus agréable, c'est tout. Ah bah, agréable, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous sommes beaucoup plus sympathiques. Douce. On est tous complémentaires. On est complémentaires sur ce sujet. Comme dans une société, enfin dans une entreprise, dans toute structure, de toute façon, les hommes et les femmes sont complémentaires. On a les mêmes défauts et les mêmes qualités, il ne faut pas se leurrer. Hein, les égos sont pareils. Ah oui, si, moi je crois que là-dessus, il n'y a pas de problème. Nous, à Vivre Treyer, on a un conseil d'administration, on est 9, il y a 5 femmes, 4 hommes. Et je trouve que ça donne une vision des choses, une spontanéité qui est différente, mais la mixité, on l'a fait aussi, il faut la faire sur les âges. Quand vous avez, on pourrait avoir une mixité sexuelle, on va dire, enfin de sexe, alors que si les gens ont tous le même âge, est-ce que pour autant ça va donner une complémentarité sur la vision? Le truc, il est sur la mixité. La mixité homme-femme, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu des lois, mais la mixité des âges, aujourd'hui, il faut aussi la faire. En politique, elle n'est pas facile, parce qu'avoir le temps disponible, l'envie, et puis aussi parfois se dire je suis légitime à mon âge d'être dans l'action publique, c'est pas facile. Et donc on a là-dessus du travail à faire. Et voilà, bon, regarde dans l'équipe des vice-présidents, il y a Philippe Toussaint qui est, on va dire, un peu jeune, mais après ça reste des gens... Oui, c'est bien, alors qu'il a 40 ou 40 ans, oui, je crois. Bon. Donc... c'est dommage. C'est dommage. Un dernier mot sur la CCEG, puis on passe à Treyer. Oui, alors Yvon Lerat a lancé au début de son mandat, quand il a pris son poste, il a dit qu'il allait faire la part belle au développement économique. Donc faire un appel aux entreprises françaises pour une installation sur le territoire, c'est-à-dire qu'il se fait VRP en fait, d'Herbrégem, on est d'accord. Dans son projet de mandat, on évoque la mutualisation des services, le développement de l'emploi. Et vous, en tant qu'élu d'opposition, vous aviez réagi en soulignant l'absence de volet social lors d'un débat. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce projet de mandat, en fait? Comment dire? Oui, le projet de mandat était très axé sur l'économie, ce que je respecte. C'est une ligne politique. Hein, et que
j'ai fait partie de ceux, parce que je n'étais pas le seul, à dire qu'il ne faut pas oublier non plus le volet social. Surtout qu'on est une population sur la communauté de communes qui, certes, dans certaines communes, comme le bas, la CCEG, on va dire, deviennent plus aisées. Alors que sur le nord de la commune, il y a quand même des problèmes de précarisation, de fragilité d'emploi. Ça, c'est aussi un fait. Donc, il ne faut pas l'oublier. Après qu'il y ait cette volonté de mettre l'économie en premier lieu, moi, je ne suis pas du tout contre. Hein. Moi, je n'ai rien contre l'économie. Je travaille dans le privé, donc je sais comment ça marche. Et je sais aussi que pour les collectivités, c'est une source de recettes. Après, il faut savoir être... comment dire, réaliste. On ne peut pas concurrencer notre métropole, donc il faut devenir son allié. Donc voilà, donc ce que j'ai trouvé dans ce projet de mandat, certes il y avait de bonnes intentions, mais dès qu'on commençait à voir les premiers éléments de comment on va faire, j'ai trouvé ça assez bon, blabla quoi. Alors après, j'ai quand même voté le budget 2015, parce que je me dis, à un moment donné, il faut donner sa chance au projet. Bon, il se trouve que le budget 2015, pour l'instant, il n'y a aucun axe fort qui est lié au projet de mandat. On reste dans une continuité de gestion, où la seule chose qu'on a dessus nous dire, comme toutes les collectivités, les dotations baissent. Oui, donc il faut faire des économies. Okay, en même temps, il y a eu un audit interne des comptes de la CCEG quand même, avec différents vice-présidences et tout. Donc on sait aussi qu'il faut resserrer. Ah mais ça c'est un fait, mais on nous le dit, on nous le redit, mais après concrétiser un budget sur le projet de mandat, aujourd'hui il n'y a pas de lien. On nous a même dit que ça serait pour 2016. Bon, ok. Donc moi je ne veux pas non plus accuser ou créer des polémiques inutiles. On a dit attention, le social c'est important, il ne faut pas le laisser. D'ailleurs le président et ses vice-présidents ont quand même répondu que ce n'était pas question de faire table rase de tous les services et l'action sociale de la communauté de communes, mais qu'il y avait d'autres priorités. Bon, bah, ok, voyons voir les priorités, puis on va voir si vous allez mettre les moyens et si vous allez réussir. Il faut à un moment donné aussi donner confiance. De toute façon, le volet économique est un moteur pour le social en général. Si on ne travaille pas d'abord sur le volet économique, on a du mal à traiter le social. Il faut que ça aille de pair, il faut que ça aille en parallèle, c'est sûr. Quelques mots sur Treillères, donc commune de la vallée de Gèvres, en 10 km de Nantes, à peu près pour les téléspectateurs qui ne savent pas où c'est. Plus de 7800, il y en a qui ne connaissent pas encore Treillères. Vous savez, on est regardé en Espagne actuellement, en Alsace aussi via Internet. Ah oui, tout à fait. Donc là, maintenant, les gens savent où vous êtes. Voilà. Bien. 7800 habitants, un peu plus. Ah non, non, on est passé à 8500 facile. C'est non, 2015, oui, 8500. Ouais. Seule commune limitrophe de Nantes à pas faire partie de la communauté urbaine de Nantes. Alors là-dessus, oui, il y a eu un débat, c'était... alors j'étais pas... Non, vous n'étiez pas encore aux affaires. Non, aux affaires à l'époque, c'était en 2003, je crois, 2002 ou 2003. Je n'étais pas encore Je m'attendais à cette phrase-là en fait, c'était bizarre. Non, bon. Politiquement, oui, je n'étais pas encore voilà. Exactement. Donc c'était en 2002 ou 2003, je crois, où il y a eu un référendum, parce qu'à l'époque, le maire, Émile Savary, avait bien compris, avait entendu les habitants sur leur doute de faire partie de cette métropole ou de rester avec une identité différente. Et du coup, comme bon, lui, enfin l'équipe à l'époque voulait, était plutôt sur l'adhésion à Nantes Métropole. Donc il y a eu référendum et puis le vote a été très clair, massif, voilà, à la non. Donc du coup, eh bien, on a adapté, enfin à l'époque ils ont adapté le développement de la commune vers Gèvres, plutôt que Nantes Métropole. Et je crois que ça s'est plutôt bien fait, parce qu'aujourd'hui, Treillères a pris sa place dans cette communauté de communes. Partie des communes moteurs quand même. Oui, bien sûr. On fait partie du pôle structurant, enfin des deux pôles structurants de la communauté de communes. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais oui, mais c'est vrai qu'on a, comme d'autres communes périurbaines, on a toujours cette ambiguïté à vouloir faire partie d'une identité, d'une image, d'une qualité de vie, mais on est quand même pieds et poings liés avec la métropole. Avec la métropole, forcément. Actuellement, vous êtes membre de l'opposition. Effectivement, vous parliez d'Émile Savary, vous avez été son adjoint à l'urbanisme, espace naturel et agricole, donc jusqu'à son décès en 2012. C'est ça, c'était pour présenter un peu la ville et puis vous présenter. Tu avais une question sur la CCEG. Moi, c'est le moment de la question idiote. Est-ce que ça vous sert d'avoir le président de la CCEG dans votre conseil municipal? Pour les élus de la majorité, oui, ça leur sert, évidemment. Même pour la commune, finalement. Pour la commune aussi, je pense. Pour le devenir de la commune, est-ce qu'il y a
un avantage ou je sais pas. Il y a forcément un avantage. Après, on peut habiller ça d'un discours très légitimiste en disant ou égalitaire, non, je serai indépendant et tout. Mais forcément, les élus de la majorité de Treillères qui sont dans les commissions communautaires vont être écoutés. Enfin, c'est forcé qu'indirectement, il y a un poids. Il y a un poids parce que d'abord, Treillères est quand même la commune la plus importante de la communauté de communes, donc ça c'est indéniable. Il y a donc le président qui est un adjoint, enfin un élu de Treillères. Donc oui, indiscutablement, il y a un avantage. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une incidence. Oui. Et ça rend le travail de l'opposition plus compliqué ou pas? Par rapport au président de la CCEG, oui, pour l'instant, je crois qu'on a montré qu'on n'avait pas notre dans la poche pour l'un ou pour l'autre. Donc, compliqué. Disons qu'il y a plusieurs tableaux sur lesquels il faut qu'on regarde et qu'on affine notre analyse. Mais quelque part, non, finalement, c'est. Je ne sais pas si c'est un avantage, mais quand on parle de certains sujets communautaires au conseil municipal, finalement, on parle à deux personnes, maire et président de comité de commune. Et puis quand on parle de Treillères en comité de commune, forcément, on a le président qui couvre bien les yeux. Donc je pense que c'est pas. Ça ne nous dessert pas, nous, l'opposition. Non. Est-ce qu'il y a une méthode, Alain Royer, d'ailleurs? C'est facile d'être conseiller municipal d'opposition à Treillères actuellement? Sur Treillères, il faut savoir que l'historique des liens opposition-majorité n'a pas toujours été facile quand même. Même si après on peut dire oui, j'ai pas de rancœur ou j'ai pas de problème avec telle ou telle personne. Mais non, moi j'ai la franchise de dire que c'est pas facile. On a un vrai clivage, un clivage surtout sur la méthode. Il y a des choses que nous, en tant qu'élus d'opposition, on n'a pas du tout appréciées. Quand M. Royer est arrivé aux affaires, dénigrer l'héritage financier qu'il a reçu, d'Émile Savary, prétendre que c'était catastrophique alors que tout a été démontré depuis pour dire qu'il a eu des finances très saines et qu'il pendant 2 ans il n'a pas fait un seul emprunt, une trésorerie pléthorique pour faire ses projets. Ça, on aurait aimé qu'il y ait une honnêteté politique. Bon, ça a été tout le contraire, donc ça laisse des marques. Quand on se fait convoquer dans le bureau pour dire vous changez votre tribune parce que dans le bulletin municipal parce qu'elle ne me plaît pas, écoutez, ça laisse des marques aussi. Donc non, c'est pas facile, on se respecte. Moi je respecte M. Royer parce qu'il a été élu, lui et son équipe, il n'y a pas de problème là-dessus, mais sur la forme il y a des différences. C'est sûr que je crois que M. Royer, c'est mon opinion et celle des élus collègues, mais a une méthode assez autoritaire. Alors peut-être que le mot autoritaire est trop fort. Musclé, non, mais il fait autorité dans son équipe. Et du coup, nous, on a une culture plus de démocratie locale, de discussion, de consensus, et ça, on ne le trouve pas. Voilà, quand vous avez M. Royer qui dit pendant sa campagne, on fera un référendum sur le déplacement du Super U, et puis qu'on apprend un an après, non, on a été élu, alors c'est bon, le référendum, on n'a plus besoin. Oui, forcément, ça nous choque. Donc forcément, on ne peut pas non plus être béni oui derrière, quoi. On nous force un petit peu à avoir aussi une opposition ferme. Je ne dis pas agressive, mais ferme. Et que quand on est d'accord, on le dit. Là, on a dit que le budget 2015, on n'avait pas grand-chose à dire sur le budget de fonctionnement. Il était enfin réaliste. Donc voilà. Bon, je ne crois pas qu'on fasse de fausses polémiques, mais on a une opposition ferme parce que c'est comme ça que ça se passe entre nos deux équipes. Une dernière question. Vous évoquiez le Super U, le déménagement, tout ça, où effectivement il y a beaucoup de bruit autour. On parle aussi du péon. Oui, le péon. Qui a été. Alors le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels. Et naturels, très bien. Donc il a été refusé par Treillères. Beaucoup de manifestations autour. On a entendu que c'est le lobbying des propriétaires de chevaux, etc. De chevaux, c'est peut-être ça un peu caricatural. Parce que finalement, le péon, il sert concrètement à protéger les zones. Donc, quel est le problème, en fait? Non, le problème est qu'il y a eu une peur des propriétaires fonciers. Donc, après, il y a dedans des propriétaires de chevaux, mais pas que. Mais évidemment, cette association... de façon légitime, a voulu défendre ses droits, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a eu une peur, une crainte des propriétaires fonciers sur
une possibilité de cet outil juridique qu'est le péant, hein, comme le PLU a aussi des outils juridiques, c'est l'expropriation. C'est-à-dire que si il est marqué, c'est vrai que c'est marqué, si comment dire, la collectivité référente, qui est donc le département, si il y a un véritable problème sur un terrain, elle a le droit d'exproprier pour garder une homogénéité de secteur agricole et de développement et des fameux mesures, enfin les actions pour pérenniser ces territoires. Et donc, par rapport à cette possibilité juridique, il y a une crainte qui a été montée, qui est montée beaucoup, et du coup, alors on s'y est certainement très mal pris, moi le premier, je fais mon mea culpa là-dessus, dans le sens de l'écoute, de la discussion et de l'explication, mais c'est vrai qu'on a été tellement surpris par cette ampleur de revendications qu'on n'a certainement pas été à la hauteur sur la discussion, et que oui, ça a été très fort sur Treillère, mais quasiment que sur Treillère. Oui, c'est ça. Et voilà. Alors après, il y a peut-être une culture aussi des gens qui sont propriétaires sur Treillère, qui se connaissent, qui peut-être qui sont un peu plus sur l'entre-nous. Voilà, sans faire de jeu de mots. Donc voilà, je crois qu'il doit y avoir ça aussi derrière ce phénomène-là. Mais moi je trouve ça très dommageable parce qu'aujourd'hui on voit que les communes vont commencer à retravailler avec le département là-dessus. On a un périmètre, on a une énorme bande au milieu, c'est Treillère qu'on ne fait pas partie. Oui, en plus, les propriétaires vont passer à côté de mesures pour amener de l'eau. Pour les chevaux, on a besoin de prendre l'eau, peut-être des énergies renouvelables pour justement des circuits d'irrigation, etc. C'est dommage, et je pense pas que, en plus, il y a eu certainement aussi derrière ça une volonté de se dire mais si un jour ça pouvait être constructible de certains. Peut-être, c'est légitime, mais aujourd'hui c'est quasiment, même je pense l'équipe actuelle, c'est très bien que tous ces secteurs sont figés, ou à la marge, quoi. C'est quelques, peut-être 1 ou 2 hectares encore qui pourra peut-être bouger, mais c'est vraiment un épiphénomène, donc tout ça est figé, donc pourquoi se passer à côté de ça? Bon, mais écoutez, c'est comme ça. Mais je crois que c'est une erreur. Oui. On en reparlera peut-être si un jour, la saison prochaine, nous recevons Alain Royer. Tout à fait. On pourra en rediscuter. Écoutez, merci beaucoup, Emmanuel Renaud. C'est moi qui vous remercie. Je trouve que vous faites appréciable de nous faire parler, nous élus locaux. C'est bien. On n'entend pas beaucoup les élus locaux? Non, on n'entend pas beaucoup parce qu'on a quand même un problème de moyens de communication, de savoir-faire aussi. Il faut savoir qu'on est quand même tous avec nos vies familiales et professionnelles. On n'est pas des pros de la politique et que on n'a pas de bulletin municipal pour nous. Donc la communication, c'est important aujourd'hui. Et je vous remercie et puis faire parler tout le monde, parce que je crois qu'aujourd'hui les gens ont besoin de connaître un peu plus les élus et ce qu'ils pensent. Parce que la politisme c'est bien, mais en attendant ça ne veut rien dire. Donc il faut savoir un petit peu ce qu'on pense. Merci à vous, merci d'être venu nous voir ici au Clos Saint-Thomas à Sucé-sur-Erdre. On se retrouve très vite, Maïté, avec un nouveau optique et avec un acteur de la société qui n'est pas un élu. Donc on va changer un petit peu. Mais politique quand même. Mais qui fait quand même un petit peu de la politique, puisque c'est Jean-Luc Del Homo, il s'appelle comme ça, l'administrateur de l'association Humus 44. Alors Humus 44, c'est donc une association qui fait la promotion des gestes écologiques et de la recherche du mieux vivre. Voilà. Je regarderai ce prochain zaptique avec intérêt. Ce sera le prochain zaptique qu'on enregistrera très vite. Merci à vous encore une fois, Emmanuel Renaud. Merci à toi, Maïté. Merci à vous deux, et puis bonne fin. Merci. À bientôt. Au revoir. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était ici on a plusieurs